Bonjour les bontés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer à mon studio Giulio. Là, je l'avais tantôt comme il faut. Fioravanti. Je m'étais pratiquée pour prononcer votre nom comme il faut. Parce que déjà le prénom n'est pas toujours facilement prononçable. Les gens en font Giulio, Rulio à l'espagnol. Oui. Ça, ils essayent. Pourtant, c'est Giulio à l'italienne, tout simplement. Alors, on peut dire que vous êtes italien à ce moment-là. Je suis italien d'origine, oui. De parents italiens, né en Belgique par contre. Né en Belgique. J'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en France et un petit peu en Italie. Voilà. Donc maintenant au Québec depuis 97, c'est ça. Donc c'est ça. Et vous êtes praticien en santé globale, auteur, conférencier, formateur. Moi, je vous ai connu via Facebook, j'ai beaucoup de personnes que je connais avec le Dauphin blanc. Puis là, je vois une photo où vous sortez votre livre de la boîte. Et je trouve ça, là, je regarde, c'est quoi ça? Ça dit le SHEM, Self-Healing Épigénétique Magnétisme. Donc, activez votre capacité d'auto-guérison et magnétisme épigénétique. Là, j'ai dit, je veux en connaître plus, absolument. Moi, je pars toujours du principe que j'en ai fait beaucoup au niveau de la guérison par les mains, des soins, ou on pourrait dire des soins en énergétique par le Reiki, le Laoshi, des soins en Tianchi qu'on appelle. Donc, ça m'interpellait beaucoup. Je voulais savoir, vous dites à ce moment-là qu'on peut s'auto-guérir grâce à ce magnétisme-là. C'est ce que votre livre dit. Tout à fait, parce que disons que on a l'impression que c'est toujours quelqu'un qui va vous guérir, or qu'en fin de compte, c'est vous qui allez vous auto-guérir. Par la mise en situation, par le changement d'état que le magnétiseur peut provoquer, mais c'est vous qui allez provoquer l'auto-guérison, parce que c'est votre corps qui va mettre tout en route pour qu'en fin de compte, les éléments s'équilibrent et que vous puissiez être en bonne santé. Voilà. Et ça, c'est reconnu. Ça dit que c'est reconnu par plusieurs médecins maintenant. Moi, j'ai une amie qui me dit, on a parlé de l'Allemagne tantôt. Elle me disait qu'en France, on reconnaissait le travail des magnétiseurs comme ils soulagent au niveau de la douleur. Oui, c'est vrai. Il faut distinguer différents types de magnétiseurs. Il y a les magnétiseurs de campagne qui travaillent parce que ils ont trouvé un jour qu'en mettant les mains autour d'un visage, ça faisait du bien et ça soulageait. Donc ils ont continué et ils font des choses merveilleuses. Et puis ceux qui sont un peu plus spécialisés, qui ont voulu établir des techniques bien précises et transmissibles. Parce que le magnétisme de campagne n'est pas transmissible. Parce qu'ils savent pas trop comment c'est arrivé. Donc ils le font, tant mieux. Mais c'est comme un peu transmis de génération où quelqu'un a plus un don qu'une autre personne. Disons que je ne crois pas tellement aux dons, je crois aux aptitudes, mais pas aux dons. On est tous capables de faire ça. Et donc, c'est comme un joueur de tennis. Je veux dire, on apprend à jouer au tennis, on lance la balle au-dessus du filet pour commencer, puis on s'entraîne, on va plus loin. Et puis, si on s'entraîne tous les jours, 5 heures par jour, on peut devenir champion numéro 1. C'est pareil dans le magnétisme. Si on s'y met tous les jours ou plusieurs fois par semaine, on développe cette aptitude-là et ces capacités-là. Et d'un coup, ça devient très efficace par rapport à un résultat souhaité. Voilà. Est-ce que la façon que vous faites le magnétisme est différente? Parce que là, on parle d'épigénétique, puis j'essayais de comprendre le terme. Oui. C'est parce que, à l'origine, moi, je suis un magnétiseur, d'ancienne tradition. J'ai commencé à m'intéresser au magnétisme il y a très longtemps. J'avais 17-18 ans. Comme n'importe qui, j'étais intéressé par le côté mystérieux, le côté spirituel, l'invisible, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, simplement comme ça. Donc, j'étais un lecteur assidu. Et puis, j'ai eu la chance de fréquenter petit à petit des associations un peu plus pointues. Au début, tout le monde pouvait y rentrer, puis des associations assez fermées où il fallait rentrer par cooptation. Et là, j'ai découvert un tas de choses. Mais c'était toujours dans le but de la recherche de la connaissance, pas dans un but thérapeutique. Uniquement comment fonctionne l'invisible. Et donc, je me suis intéressé à ça d'une façon très approfondie. J'ai saturé d'informations. Je me dis, stop, on arrête, ras-le-bol. Et j'ai tout laissé tomber. Et quand je suis arrivé au Québec, j'avais laissé tomber tout ça, en disant, soit. J'arrive au Québec et il y a un ami qui vient me voir, un ami français qui vient me voir et qui me dit, tu te souviens de mon mal de dos? J'ai dit, oui. J'étais voir une magnétiseuse, 3 soins terminés. Et puis ça a été comme une ampoule au milieu du front. Je dis, comment ça se fait que j'ai jamais pensé au côté thérapeutique? J'ai toujours pensé à la connaissance, à la compréhension de l'univers, et jamais au côté soin. C'était pas le temps. C'était pas le temps, exactement. Et donc là, je me suis dit, mais je suis peut-être pas capable.
Parce que bon, moi, c'est autre chose que je fais, donc je suis peut-être pas capable. Et donc, j'ai été suivre une formation en France qui ne m'a rien appris. Enfin, qui ne m'a rien appris. Qui m'a juste confirmé que oui, c'était possible et qu'en fin de compte, il n'y avait rien à changer. Il y avait juste à transférer mes connaissances sur autre chose, bon, pour pouvoir agir. Donc, je suis revenu ici au Québec. Et là, j'ai ouvert mon cabinet et je veux dire que ça a démarré quand on est sur la voie, tout s'ouvre. Mais ça a été parce qu'au début, je me dis bon, je vais m'installer, je vais ouvrir un cabinet, d'ailleurs pas loin sur la rue Saint-Laurent ici, et donc j'ai ouvert mon cabinet, j'ai dit bon, je vais trouver un travail sur le côté en attendant que ça monte. J'ai pas eu le temps, ça a démarré, boum, comme ça. Wow. Et je veux dire que c'est assez drôle parce que j'ai rencontré Marcel Béliveau, parce que j'étais comédien pendant 10-11 ans. Moi. Oui, 10-11 ans. J'étais comédien à Paris, j'étais comédien de théâtre, en Belgique aussi, donc j'avais une école de théâtre, bon, j'ai fait différentes choses. Et puis, il avait organisé, je ne sais plus en quelle année, en 2007 ou 2006, un concours qui s'appelait Cinéma Academy, qui devait aboutir, comme Star Academy, à la réalisation d'un film. Mais il est décédé. Bon. Et donc, je passais une audition, il y avait 5000 candidats, et il fallait 20 rôles, et moi, j'avais, bon, tant qu'à faire, j'avais postulé pour le premier rôle. Bon, et donc, bon, soit, et donc, je le vois sur une chaise complètement recroquevillée, vraiment très, très souffrant, et moi j'avais ma petite carte de magnétiseur, je m'approche de lui, je dis écoutez, je peux peut-être vous aider. Je donne la carte, il voit ça, le magnétiseur, c'est quoi ça? Non, il était bon, non, il semblait dire qu'il n'était pas intéressé. Je dis bon, tant pis, moi je fais mon audition, et il m'appelle. Et il vient me voir, et là il me dit qu'il a un mal de dos depuis des semaines. Il est allé voir chiro, ostéo, guérisseur, emmancheur, enfin tout. Il dit j'ai toujours aussi mal, les médicaments ne font rien, c'est vraiment intolérant. Il se met sur la table. Là, je travaille, et au bout de quelques temps, la douleur s'en va. Il me dit qu'il n'a plus mal, sauf que je perçois, moi, avec mon doigt, j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de règle en fer sur le doigt, ça me fait très mal, et je dis, il y a un truc qui n'est pas normal, il faudrait aller voir le médecin. Il me dit, pourquoi non, j'ai plus mal? Il me dit, je n'ai plus mal, il était tout heureux, plus mal. Je dis, mais moi, il y a un truc bizarre. Et donc, il me dit, tu crois qu'il faudrait que je voie un médecin? Va voir un médecin. Je dis, s'il y a un truc qui n'est pas normal, il va voir un médecin, et de là, la suite, c'est que, bon, le médecin fait passer une radiographie, il scanne, et il a une tumeur osseuse sur une des vertèbres, non seulement une tumeur osseuse, mais en plus, il a des métastases au poumon, au foie, etc. Bon. Parce qu'il a eu plusieurs cancers, hein, Marcel Béliveau, et là, il ne restait plus qu'un poumon, le pauvre, et en plus, cancer au poumon, cancer au foie, bon. Et donc, et de ce fait-là, il m'a écrit un article dans Planète Québec, un article en disant, écoutez, moi je comprends pas, j'étais le voir, au bout de 40 minutes terminé, plus de douleur, et ça m'a propulsé le monde. Les gens sont commencé à arriver au cabinet, et je dis waouh, et donc j'ai pas eu le temps de chercher un petit boulot sur le côté, ça a démarré tout de suite, donc voilà. Et ça a continué comme ça, et je veux dire qu'il m'a écrit un deuxième article par la suite, parce que il aimait vraiment ce que je faisais, et j'ai reçu un courriel de lui posthume. Je m'explique, c'est sa femme qui l'a envoyé, il a souhaité à ce que sa femme l'envoie, parce qu'il continue à venir uniquement pour la douleur. Et donc, il voulait que je sache qu'en fin de compte, c'était mieux que la morphine. Waouh, exactement. Mais imagine, au niveau du système, c'est beaucoup plus bénéfique que tout ce qui pourrait être chimique, puis changer au niveau de l'estomac. D'abord ça, et disons que, parce que pour en venir à l'épigénétique, justement, pourquoi épigénétique? C'est qu'au début, je me posais des questions concernant ce que je faisais parfois. On dit qu'on a un cerveau rationnel et l'autre est intuitif, là. Et mon rationnel venait emmerder mon intuitif en disant c'est de la connerie ton truc. Et ça me perturbait, moi je dis peut-être bien que c'est de la connerie, peut-être bien que c'est moi qui crois que ça n'existe pas, et que ça se passe tout dans ma tête. Et l'intuitif disait non, crois. Donc j'étais toujours en conflit. Et en lisant en 2006 Biologie des croyances de Bruce Lipton, qui est un docteur en biologie, une révélation là-dedans qui est fantastique, c'est qu'il a découvert autour de la membrane d'une cellule, il y a des protéines qui captent les ondes électromagnétiques. Ok, ça c'est bon. Donc ça veut dire quoi? C'est pas pour capter les ondes du cellulaire, là, c'est pas des ondes radio, là, c'est pour capter les ondes de l'environnement. Et on est tous électromagnétiques. Oui. Parce que sinon on ne pourrait pas passer un scan, parce que c'est une résonance magnétique. Donc à ce moment-là, cette cellule-là capte les ondes électromagnétiques de l'environnement, et l'épigénétique est une partie de la biologie qui étudie les effets de l'environnement sur le comportement cellulaire. Comment ça se fait qu'une cellule saine devient malsaine alors qu'il n'y a pas eu d'intervention physique ni chimique? Tout d'un coup, elle vire, elle devient malsaine.
L'émotion, par exemple. Alors du coup, les émotions rentrent dans l'environnement, les pensées rentrent dans l'environnement, les attitudes de vie rentrent dans l'environnement et influent sur le comportement physiologique de nos cellules. Ouais. Et pour moi, ça a été la révélation. Tout d'un coup, mon cerveau gauche, mon cerveau droit, ils se sont serrés la main, parce que le cerveau droit dit, enfin, je suis bien content parce que j'ai trouvé la solution. L'autre l'avait dit, tu vois, je te l'avais dit. Hein, donc, tu vois, c'était un peu... Et là, pour moi, c'est là que j'ai créé le magnétisme épigénétique, parce que je me suis dit, bon, je vais mettre de côté la tradition, bien qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, et je vais m'appuyer sur la science pour établir une technique en magnétisme, mais basée sur des faits scientifiques, sur justement le comportement physiologique du corps. Et c'est là que je me suis dit, bien, le corps fonctionne comment? Et alors, on parle du système nerveux autonome, qui en fin de compte nous gère à 100%, hein, parce que même nos pensées, c'est géré par le système nerveux autonome. Et il y a le sympathique, parasympathique, et puis le limbique, mais enfin, on va s'occuper des deux premiers. Et le sympathique fonctionne en cas de stress. Et aujourd'hui, le stress, on sait que le stress fait des dégâts. Mais les gens ne se rendent pas compte que ça fait des dégâts physiologiques dans leur corps. Okay. Pourquoi? Parce que le sympathique, quand il embarque, il arrête des systèmes immunitaires, système reproducteur, système digestif. Et donc ces stress prolongés-là fait que ces systèmes de fonctionnement du corps ne fonctionnent plus et vont générer des problèmes système hormonal, etc. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Moi, je dis système sympathique, parasympathique, où est-ce que ça se trouve? Et bon, ok, ça part du cerveau, ça descend le long de la colonne. Et je dis, mais je peux intervenir. Est-ce que je peux trouver une source qui me dit ça fonctionne pas? Et oui, la source, elle est là. C'est ce qu'on appelle, donc les sorties nerveuses à la sortie de la colonne. Il y a ce qu'on appelle les ganglions synaptiques. Ça fonctionne comme un synapse, c'est-à-dire l'information électromagnétique descend, vous avez un espace, et il y a des neurotransmetteurs chimiques qui traduisent l'information électromagnétique en chimie, qui passe l'espace et arrive de nouveau là, et c'est retraduit en électromagnétique, et ça repart à l'organe. Et quand on appuie dessus, eh ben, les personnes, moi je pose la question, je fais un petit dessin sur le dos que j'efface, hein, bon, mais j'appuie dessus et puis je dis, ici, est-ce que c'est sensible ou douloureux? Dans le bas de la colonne? Toute la colonne, en partant du haut des cervicales jusqu'à la première sacrée, parce qu'après c'est difficile plus bas. Okay. Et donc les personnes me disent, est-ce que c'est sensible ou pas? Elles me disent oui. Et j'ai remarqué que quand je travaillais après sur des passes magnétiques, il y avait beaucoup de blocages qui s'en allaient. Donc le corps se mettait à refonctionner énergétiquement, et on est dans l'énergie pure, et tout d'un coup ça se dégageait, et les gens me disaient, ah, je me sens mieux, je me sens détendu. Même les idées étaient mieux, parce que les idées c'est de l'énergie. Si elles sont bloquées, qu'elles ne peuvent pas s'évacuer, elles stagnent et elles s'incrustent. Hein, elles s'incrustent, et là, il faut les dégager, et il faut avoir une circulation énergétique pour qu'elles se dégagent. Et du coup, j'ai mis ça petit à petit au point, et puis voilà, donc la technique c'est faite, et ça s'appelle maintenant le magnétisme épigénétique ou CHEM. Voilà. Et ce n'est pas seulement, c'est ça, ce n'est pas seulement physique, c'est émotif, c'est aussi... Oui, parce que je vais dire que les émotions jouent un très grand rôle. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Dans le livre, je parle un petit peu de tout ce qui peut nous entraver dans le fonctionnement énergétique, et les émotions en font partie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une méconnaissance du fonctionnement du corps humain. Et c'est vrai que, enfin, dans mon cas et dans beaucoup de cas, à l'école, on ne nous a jamais appris, à part la biologie, là, qui vous explique les nerfs, les sangs, etc. Mais comment est-ce que l'être humain fonctionne? On n'a pas de cours là-dessus. Et donc, chacun vit comme les parents nous ont habitués de vivre, ou comme on pense qu'il faut vivre, etc. Et c'est un peu le free-for-all. Je veux dire, bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts, et notamment sur les émotions, où les gens considèrent les émotions, ils deviennent l'émotion. On est en peine, on devient la peine. On a peur, on devient la peur. Or que c'est pas ça. Les émotions, c'est un signal, une information de ce qui se passe, et qui fait que, ben oui, on peut avoir peur parce qu'on ne connaît pas la situation, mais c'est une information, il faut la traiter comme une information et non pas devenir la peur. Je vais prendre un exemple. Un peu se voir en dehors comme l'observateur. Exactement, se voir en dehors comme l'observateur, et se contenter de dire, ok, ça ne me plaît pas, parce que je classe les émotions en deux catégories, les j'aime et les je l'aime pas, et on met ce qu'on veut dans les j'aime et ce qu'on veut dans j'aime pas. Donc à partir du moment où on a l'information, il faut la traiter comme une information. Alors je donne comme exemple, généralement, pour accrocher un cadre. On a besoin d'un clou et d'un marteau, et bien sûr du cadre. Bon. On prend le clou, on enfonce avec le marteau, on pose le marteau, on accroche le cadre, tout ça c'est logique. Eh bien, le marteau, on est bien d'accord que c'est un outil. Oui. Les émotions, c'est pareil. C'est un outil. Donc, quand on devient l'émotion, c'est un peu comme si on allait planter le clou avec la main. Parce que si on devient le marteau,
Ah oui, ça va faire mal. Hein, j'ai essayé tout en temps inclus avec la main. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on tape plusieurs fois. On ne se contente pas de taper une seule fois, on continue à taper, mais ça fait mal. Et ça, c'est l'émotion qui rentre, et à ce moment-là, qui va teinter notre corps. Toute la chimie va être transformée. Et la peur va s'installer. Le corps va réagir en fonction de la peur. Aussi, la dégradation vers des maladies. Exactement, parce que tout ce qui est peur, tout ce qui est souffrance génère du stress. Et le stress, c'est des produits comme l'adrénaline, le cortisol, etc., qui vont se déverser dans le corps. C'est de l'acide. L'acidité, ça favorise les cancers, ça favorise l'arthrite, l'arthrose, des douleurs, et j'en passe. Donc tout ça fait que les stress chroniques nous dégradent totalement. Et donc, il faut rétablir tout ça. Donc, il y a un apprentissage au point de vue des outils, comme l'émotion, l'ego, le mental. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Or que souvent, les personnes ne se rendent pas compte qu'ils se créent eux-mêmes l'environnement de destruction. C'est là l'épigénétique. Il se crée un environnement de destruction, l'épigénétique. Or qu'il est possible de faire le contraire, de se créer un environnement de bonne santé, de paix et de calme. Peu importe les situations qui arrivent, c'est pas parce que, je veux dire, on a une mauvaise nouvelle qu'il faut rentrer dans la peur, rentrer dans la souffrance, et puis, parce qu'on est en train de se mettre à l'opposé de l'auto-guérison. Si on veut être en auto-guérison, c'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Donc, dans votre livre, vous apprenez aux gens à s'auto-guérir, mais de quelle façon? Alors, oui, j'apprends, mais au début, j'explique un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé là. Parce que je suis pas arrivé là comme ça, je suis pas né comme ça. Je me suis posé des questions moi-même sur la compréhension des choses, sur pourquoi, par exemple, je parle de l'acceptation à un moment donné, du pardon. Je me suis posé des questions là-dessus et je me suis dit, est-ce que c'est pas des entraves à l'auto-guérison, l'acceptation, le pardon? Parce que dans mon cabinet, j'ai reçu beaucoup de monde et en gros, je retrouve toujours les mêmes patterns de souffrance. C'est accepter une situation qui était difficile à accepter et pardonner. Ça, là, c'est quasiment 1 sur 2. Ça met longtemps, parfois 15 ans, 20 ans, parfois pas du tout. Les gens qui ne pardonnent pas. Ce qui veut dire qu'ils se mettent en état de souffrance et de stress chronique permanent. Et après, tout d'un coup, ils ont une pathologie, ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ne font pas le rapport, ils ne font pas l'association. Donc il faut d'abord décoder ça, je veux dire, décoder. Le voir, en fait. C'est ça, le voir, et puis passer à autre chose. Et donc, c'est ça que j'explique, c'est qu'au début, j'explique un petit peu les étapes qui m'ont amené à créer parce que je dis que c'est une technique de soin, c'est sûr, mais c'est aussi un mode de vie. Parce que, bon, je veux dire, j'aime beaucoup ce que je fais, mais j'aime bien la vie aussi qui est autour de ça. Et je vois que parfois, avec des simples mots, on arrive, les personnes qui sont en face peuvent changer, faire un saut quantique, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'avant, ils pensaient comme ça, tout d'un coup, du fait qu'on leur a dit quelques mots, paf, ils pensent comme ça. Et c'est définitif, dans le sens que, bon, ils ne redescendront plus, ils ne peuvent plus descendre, ils ont vu quelque chose. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a vécu dans une caverne, tout d'un coup, voit le soleil, il l'a vu le soleil. Il ne pourra plus l'effacer de sa tête, il l'a vu le soleil. Donc c'est pareil. Donc c'est un peu ça que j'essaie d'amener avec des questions. Parce que les questions que je pose, je me dis peut-être bien si les personnes se les posent, ça va peut-être leur amener à aller un peu plus loin et pouvoir comment dire, mais tiens, oui, je me suis jamais posé cette question-là de ce sens-là. Je suis vraiment émerveillée parce que on a avec nous les gens qui nous ressemblent, hein, oui. Puis sur notre même cheminement. Et en ce moment, je fais un travail avec Byron Katie et il y a 4 questions. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je sens? Oui. Et qui je serais si je n'aurais pas cette pensée-là? Et le retournement, et l'autre est notre miroir. Donc, ça mon Dieu, je me dis, ça fait beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ce principe-là, et c'est ce que j'essaie de donner dans le livre. C'est différentes étapes, et bon, chacun va, je dirais que on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, on va y trouver quelque chose. Pas besoin de lire de A à Z, là, du début jusqu'à la fin. Là. On va ouvrir, on va lire, et puis on va s'arrêter. Puis, il y a quelque chose à apprendre. Alors, apprendre ou pas apprendre, chacun est libre. Mais c'est ce que je l'écris de cette façon-là. Et bien sûr, après, je parle des soins. Je ne rentre pas dans la technique en soi, parce que la technique, je veux dire, il y a un cours qui est donné, qui est de 1450 heures. Donc, je veux dire, je ne peux pas l'expliquer ça là-dedans. Voilà. Est-ce que c'est vous qui le donnez? C'est moi qui le donne, oui, c'est moi qui le donne. Donc, je ne peux pas, ou alors je vais faire un bouquin, une grosse brique comme ça. Donc, je dis, c'est pas le but, là, faut que les gens le lisent. Et donc, mais j'explique quand même les effets du soin. Et comment est-ce qu'on peut arriver soi-même à amorcer l'auto-guérison par l'amour de soi.
qui est la seule règle, ça c'est juste moi qui dis ça, peut-être il y a d'autres aussi, mais c'est la seule règle qu'on devrait avoir, c'est s'aimer. Parce que quand on s'aime réellement, on aime l'univers. C'est pas possible autrement. Parce qu'on est tous reliés. Si on écoute les scientifiques qui disent qu'il y a eu un Big Bang et qu'on est tous à l'origine, on était un, on est toujours un quelque part. Même si on semble être séparés, les particules ont de la résonance entre elles.